Bonjour, je m'appelle Alexis Jobin-Théberge et je suis conseiller cadre au partenariat pour le Programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile, aussi connu sous les sigles PRAIDA. Aujourd'hui, en fait, je vais venir vous parler des demandeurs d'asile, je vais vous parler de la définition du demandeur d'asile, aussi également les différents endroits où on peut demander l'asile. Je vais aussi vous parler de l'entente sur les tiers pays sûrs, donc c'est une entente qui existe entre le Canada et les États-Unis. Puis, enfin, je vais tenter là, de sensibiliser le grand public aux traversées irrégulières qui se produisent à la frontière canado-américaine. Vous écoutez Au-delà de Roxane, un balado produit par le Centre social des immigrants avec la participation financière de Centraide. Donc, le PRAIDA, c'est le Programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile. En fait, on a un mandat d'offrir des services psychosociaux et des soins de santé aux demandeurs d'asile qui sont présents dans la province du Québec. Donc, on a un mandat provincial, bien qu'on soit centralisé à Montréal. Par notre offre de services, on offre différents services aux demandeurs d'asile, notamment des services psychosociaux et aussi des services des soins de santé infirmiers. On collabore beaucoup avec des organismes communautaires et institutionnels pour favoriser l'accès aux soins de santé et services sociaux, mais aussi l'accès à d'autres services. Sinon, parmi l'offre de services du PRAIDA, on peut offrir l'hébergement temporaire à l'arrivée des demandeurs d'asile pour ceux et celles là, qui se qualifient selon les critères d'admissibilité. On a aussi un petit mandat, un mandat auprès de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, puis c'est pour agir à titre de représentant désigné au sein de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour les mineurs non accompagnés notamment, mais aussi là, pour les personnes qui auraient une vulnérabilité puis qui ne seraient pas en mesure de comprendre la nature des procédures dans lesquelles ils se trouvent. Un autre mandat que le PRAIDA a, c'est auprès de la population réfugiée. Puis comme 13 autres cliniques au Québec, on offre le bilan de santé et le bilan de bien-être à la population réfugiée. Qu'est-ce qu'un demandeur d'asile? En fait, un demandeur d'asile est une personne qui, à son entrée au pays, donc au Canada, ou bien au cours d'un séjour temporaire, va demander la protection du Canada. En fait, il va demander la protection du Canada parce que dans son pays d'origine, il craint ou il est persécuté pour différentes raisons. En fait, au Canada, c'est la Commission de l'immigration et du statut de réfugié qui évalue chaque demande afin de rendre une décision sur l'octroi ou non du statut de réfugié. C'est le gouvernement canadien qui accorde l'asile à certaines personnes qui se trouvent sur son territoire, puis ces personnes-là craignent la persécution ou ils seraient en danger si elles devaient retourner dans leur pays d'origine. D'où pourquoi ils présentent une demande d'asile au Canada. Oui, je m'appelle Tindiou Germaine et je suis camerounaise. Je suis arrivée à Edmonton, pas à Montréal, en août 2020. J'ai demandé l'asile ici parce qu'à Edmonton, on ne parle que anglais. Or, je ne connais rien en anglais. En février 2017, ma fille aînée m'appelle. Elle me dit qu'on a envoyé son mari en détachement à Bamenda, là où il y a les sécessionnistes. On m'appelle le 7 février 2017 qu'il est mort. Je prends encore la route pour rentrer au Cameroun. On a fait le deuil. On a fait ses obsèques et tout. J'ai pris ma fille. J'ai déménagé à Bouya parce que même à Bouya, ça n'allait pas. J'ai ramené ma fille à Douala. On a pris un appartement. On vivait ensemble. L'enfant, tout le temps, était persécutée par téléphone. Elle pleure. Je lui demande que Michael, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit que maman,
Là où je suis, je ne sais pas qui m'appelle tout le temps au téléphone et me menace. Je suis dépassée. J'ai dit à l'enfant que mais il faut qu'on aille à la police. Il dit, maman, je pars à la police maintenant, je ne sais pas ce qu'on va me faire, je suis dépassée. L'enfant est sorti un jour. L'enfant en rentrant, la moto a cogné l'enfant. Elle avait les blessures partout. On était à la maison. Tout le temps, l'enfant avait peur de sortir. J'ai dit à l'enfant que comme tu ne veux pas sortir, allons au moins à la gendarmerie et tu dis ce qui ne va pas à la gendarmerie, puisqu'on ne connaît pas qui te persécute comme ça. Il faut que tu ailles dire à la gendarmerie. L'enfant ne savait pas que quand il était à l'hôpital comme ça, les mêmes gens étaient en train de la suivre, de suivre tous ceux qui étaient aux cheveux de son mari. L'enfant sort maintenant en mai. Elle dit qu'elle va aller à l'installation d'une de ses amies. Comme l'enfant est parti, l'enfant n'est plus revenu. J'ai cherché l'enfant 2 jours successifs. C'est le 3e jour qu'on m'appelle, qu'on a trouvé une femme à côté dans les mares, dans la boue, et qu'on l'a transportée, elle respire encore pour amener à l'hôpital. La radio parlait. Toi-même à chercher? Oui, j'ai annoncé même à la police, j'ai tous les papiers. La police a cherché, nous, on a cherché. C'est après 3 jours que la radio parlait. On a trouvé une femme au nom de... On appelait la famille qu'on retrouve cette femme à l'hôpital. Elle est à l'hôpital sur telle place. On est allé à l'hôpital. Je suis venue. L'enfant a rendu l'âme le 9 mai 2018 entre mes mains. Son frère qui était avec tous à Bamenda, tous étaient touchés. Son grand frère aussi sort un matin, on le trouve dans un mar de sang quelque part. On ne sait pas qui l'avait persécuté. Voilà comment ma boutique même, là où je me débrouillais, on est venu mettre le feu. Le feu a pris tout le marché, la boutique s'est brûlée. Ma fille a dit, maman, viens ici. Que maman ne reste plus là-bas, pardon, ne reste plus là-bas. J'ai dit, je vais laisser l'orphelin à qui? Je vais laisser l'orphelin et l'orpheline à qui pour venir là-bas? L'enfant a dit que maman, pardon, viens. Si c'est même n'importe comment, on va chercher comment on va faire pour qu'un jour ces enfants-là viennent. Viens, maman, pardon, ne reste pas là-bas. L'enfant de celle-ci qui est morte avec son mari, ils sont au pays. Voilà comment je me lève, je quitte. Je viens ici. Je vois l'enfant déjà avec les charges qu'elle a au Cameroun. Elle s'occupe elle a 4 enfants ici. Plus ses orphelins de père et de mère. Plus maintenant mon fils même, qui a ses enfants que mon fils, il se cache seulement, il ne sort même pas, ayant peur qu'on peut continuer à le menacer. Plus lui et son enfant, toute la charge est sur celle-là qui reste toute seule là. J'ai dit, il vaut mieux, au lieu de rester là-bas avec elle, je viens ici me débrouiller. C'est pourquoi je me retrouve alors ici maintenant C'est pourquoi je me retrouve ici à Montréal. My name is Paul Nakuo. I'm from Kenya. Well, I was a researcher before I came, but I came through the U.S. and I've been living in Montreal for 3 years now, close to 3 years now. I arrived in Montreal, Quebec on April 2018. Yeah, and that is to be exact because I remember it was my birthday, so it's 21st of April.
And I was in the US for quite a number of years, for 4 years. I took up, I was working at the University of Pennsylvania Museum. We had a research in Kenya together, and I came up to do some, to conclude the researches. But of course, already there were problems that I had started up there. So I chose to go to college there in the US. I came to the University of Maine. I got a scholarship to study political science in the US, and I had a reason for that, from medical to political science, because politics were changing so much and all that, and I felt I needed to understand, because all what my problem happened was quite political, but I wasn't doing political. I was a scientist. But when I went to administration, and having come from a minority tribe, the people in the majority tribe felt threatened, and then I got they started coming after me. So I wanted to study political science and understand. I got a scholarship just before Trump came in, before the government changed, and then when of course I studied for 1 year with no problem, but when they came and the America First thing came, so my scholarship was withdrawn. At the moment you leave your country, it's very hard to go back. I started leaving my country before that, when I came to the US 2002. By that time I was working with the Ministry of Health, and I was high ranking in the government, and they didn't like that because I didn't come through a government sponsorship. So they thought, the officials there thought, maybe I was coming to collaborate with the government of the US and all that. So from there I was interdicted, sacked, and then from there I started being monitored. I couldn't live in the country, and so many things happened. So I had to come back to the US, fortunately. So I came twice, and every time I go, it got even more worse. So this time I decided I just have to have one life. I decided to stay in the US. Pour demander l'asile au Canada, il y a différentes façons de le faire. Premièrement, ça peut se faire à des points d'entrée. Par exemple, un point d'entrée aérien. Là, on peut penser aux aéroports. Les personnes peuvent demander l'asile dès leur arrivée, par exemple, à Pierre-Éliott Trudeau. Il y a aussi d'autres points d'entrée où les personnes peuvent faire des demandes d'asile. On peut penser, par exemple, à un point d'entrée maritime, donc des ports, ou encore à un point d'entrée terrestre. Il y a aussi une autre façon de demander l'asile, puis ça, c'est pour ceux et celles là, qui se trouvent déjà sur le territoire canadien. Puis ça serait de se présenter à un bureau interne d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Alors que pour les autres points d'entrée dont j'ai parlé, les personnes, bien souvent, vont demander l'asile dès leur arrivée. Donc, suite au dépôt de la demande d'asile auprès des différentes agences, tout dépendamment où la personne va avoir demandé l'asile, il va y avoir une première analyse qui va être faite au niveau de l'admissibilité de la demande d'asile, et aussi au niveau de la recevabilité de la demande d'asile. Donc, suite au dépôt de la demande, il va y avoir ces examens-là qui vont être faits. Puis ensuite, la demande va être déférée à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Donc, une fois que la demande va être déférée à la CISR, qui est la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, la personne va devoir préparer son dossier afin de démontrer que sa vie est en danger ou qu'elle est à risque de persécution si jamais elle retournait dans son pays d'origine. Puis par la suite, la Commission de l'immigration va céduler une date d'audience où la personne va pouvoir aller présenter son dossier devant un commissaire. Donc, le commissaire va entendre la cause, puis par la suite, suite à l'analyse du dossier puis des éléments de preuve, il va rendre une décision sur l'octroi du statut de réfugié. Je débarque ici le 8 novembre 2020 à Montréal, à l'aéroport tout seul, sans connaître personne au Canada, sans jamais été avant au Canada. Rien du tout. Tout simplement, je débarque comme ça. Et puis, je me suis montée en avion juste avec mon passeport français, sans visa, sans rien du tout.
j'avais commencé à parler avec des gens dans l'avion. J'avais 7h30 de vol, à peu près ça. Je restais. Mais en fait, si vous voulez, j'étais très contente. J'ai dû sourire pendant tout le voyage. Je m'en foutais tellement que je connais personne. Je savais que là, maintenant, je suis libre, vraiment. La liberté, ça compte vraiment pour l'être humain. C'est avoir la liberté, pour moi, veut dire être bien dans sa peau. Donc, je m'en foutais que je connais personne, ou s'ils vont m'accepter, ou s'ils vont pas m'accepter. Mais je savais que à partir de ce moment, je suis libre. C'est tout ce que je savais et que j'avais vraiment pris le courage sur moi. Donc après, j'ai dû descendre à l'aéroport de Trudeau ici à Montréal. Je suis tombée sur un agent le plus dur du monde. C'était quelqu'un que j'ai jamais vu dans ma vie. Mais pour moi, c'est une bonne chose parce que je sais comment réagir quand j'ai des gens durs devant moi. Donc, ça me faisait pas peur du tout. C'était le contraire. Il m'a demandé qu'est-ce que tu viens faire au Canada. La première question que l'agent à la douane m'a demandé, qu'est-ce que tu viens faire au Canada en plein coronavirus. Ok. Donc, j'ai dû répondre, je viens étudier, je viens déménager, je viens travailler. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu, est-ce que vous vous foutez de moi? J'ai dit non, absolument pas, je me fous pas de vous. Je vous dis la réalité, ce que je suis venue faire ici au Canada. Donc là, il a commencé à être un petit peu méchant envers moi. Il voulait pas m'écouter. Il me disait, avec le premier avion, on va vous faire rentrer en France. Ma dernière réponse envers lui, c'était, faites ce que vous voulez, je rentre pas en France. Faites vraiment ce que vous voulez, moi je rentre pas en France. Je lui ai dit, si vous voulez que je meure, que je crève en France, alors faites-moi rentrer. C'est ce que je lui ai dit. C'est là qu'il m'a regardé pendant 2 minutes dans les yeux et il a commencé à me dire pourquoi vous dites ça. Et c'est là que j'ai commencé à lui expliquer toute mon histoire depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, de tout ce qui m'est arrivé, la raison principale pourquoi j'ai fui la France. Parce que j'étais pas en sécurité, parce que j'avais un père agressif derrière mon dos, qui est malade mental. J'avais un copain que je devais faire le mariage dans 2 semaines avec quelqu'un que je l'aime pas, que j'étais obligée de faire ça. Donc j'ai dû lui expliquer toutes ces choses-là. Il voulait pas faire mon dossier d'asile. C'était vraiment quelqu'un qui, même si j'ai dû lui tout expliquer, toutes ces choses, il a commencé à me dire ah, mais vous n'êtes pas un terroriste peut-être. Il a commencé à sortir des choses, n'importe quoi. Et c'est là que j'ai commencé à m'énerver pour de vrai. Je lui ai dit moi, je suis venue ici pour être protégée et vous m'insultez tant que terroriste ou je sais pas quoi. Donc en ce cas-là, il a allé chercher mes valises, il a commencé à fouiller dans mes valises, il croyait que peut-être il y a une autre situation, que je dis pas la vérité. Mais dans une autre côté, je les comprendrais parce que c'est leur travail, c'est leur job, c'est des agents, ils ont le droit de faire des recherches, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Donc je les comprenais dans un côté, c'est un peu dur de croire une histoire comme ça aussi, du jour au lendemain. Mais ça arrive. Parce que ça m'est arrivé, donc ça arrive. I applied for asylum in the US, but the lawyer that I took was just, it took me like 4 years and he was just asking money, and the case was being postponed and all that. So I decided to come over, and because of the treaty of you can apply for, the second country, you can go for a second country and apply for asylum. So I came to Canada, yes. It was very difficult, especially being in a state that is almost 99% white. So you couldn't hide in any way. And then some rules were coming, and it would reach a point that you could not even get into a bus because the bus driver will ask you for documents and all that, and it became so tough. So the other option, I couldn't go back to my country, of course, because I wasn't sure of my safety. So I decided to come over to Canada.
On est arrivé au mois de novembre 2018. Au Canada, moi, je ne savais pas différencier Québec et Canada. Quand je suis venue au Canada. Quand je suis arrivée, on nous a bien accueillis à la frontière. On nous a conduits dans un centre, tout a été bien. Mais au YMCA, on avait très froid. Dans notre chambre, c'était pas assez chauffé. C'était très froid. Après, on a eu des difficultés quand même à trouver un appartement. On a fait environ 2 mois au centre et les enfants étaient très stressés parce qu'ils n'allaient pas à l'école. Ils voulaient aller à l'école. On n'avait pas d'adresse parce que si on n'a pas d'adresse, on ne peut pas trouver une place. Et après, plus tard, on a trouvé la maison, on est sorti du centre, on est arrivé chez nous. J'ai eu mon permis de travail, j'ai commencé à travailler. J'étais en train de réfléchir à abandonner les enfants, venir tout seul, apporter les enfants, venir là. J'étais un peu difficile à prendre une décision pour venir. J'étais pas vraiment très chaud pour venir en courant, vous voyez là. Il fallait bien voir. Il y avait mes petits, comment je vais faire pour... J'avais peur aussi pour mes petits, je ne sais pas ici comment... je ne veux pas que d'autres enfants viennent frapper mes enfants. Presque à 6 mois de l'expiration de mon visa, il fallait soit je sorte, soit je ne viens plus. Alors je me suis dit, il faut sortir, il faut aller, puis on va voir là. J'ai acheté le billet, j'ai vendu la voiture, j'ai acheté le billet. J'ai prêté beaucoup d'argent, on m'avait prêté, parce que c'était très cher là. Donc voilà, j'ai payé qu'est-ce que je devais payer, puis j'ai fait des procurations à ma femme, au cas où, on ne sait pas. Et je lui ai dit, bon voilà, et ben voilà, je vais partir, puis je vais voir. Donc j'ai un ami, donc c'est le fils du professeur de mon école, c'était mon professeur qui est ici. Donc il est venu me récupérer de l'aéroport de Pierre Trudeau. Et donc, je suis resté là-bas. Et donc, voilà, donc j'étais là, puis comment je dois faire, je ne comprenais rien. Personne ne pouvait m'orienter, absolument rien. Et là, j'avais comme ça le portable, puis j'ai commencé à voir les associations et tout. Puis j'ai vu qu'il y avait des associations, alors je me suis approché des associations. Et puis, une association... Je leur ai parlé de ma situation. Ils m'ont dit, voilà, tu peux avoir un avocat du gouvernement, tu vas déposer, tu vas avoir... Parce que mon frère commençait à m'envoyer de l'argent de l'Angleterre. Il m'envoyait à chaque fois, il m'envoyait de l'argent pour subvenir. Mais c'était trop pour lui. Lui aussi, il a une famille, là. Je ne veux pas que dépendre de lui, là. Et donc là, ils m'ont référé à la MEF, à l'association multiethnique de la MEF. Donc je suis tombé amoureux de cette association-là. Oh mon Dieu, mais incroyable, là. Ils m'ont aidé. Ils m'ont trouvé un avocat. Je suis allé voir l'avocat. Et puis l'avocat m'avait rempli toute mon histoire, là. Pour être accepté en tant que demandeur d'asile, parce que j'avais rien. J'étais comme touriste. Je suis venu comme touriste. Mais c'est tout à fait logique, j'aurais pas pu... non, je viens en qualité de demandeur d'asile et tout. Ils vont pas m'accepter. Ils vont pas m'accepter. Et c'est ça, c'est malheureux. Même en Algérie, s'ils savent que je vais aller venir au Canada en tant que demandeur d'asile, vous pensez qu'ils allaient me laisser partir? Déjà, comme ça, en touriste, ils n'arrêtaient pas de voir mon passeport, de vérifier, me regarder si c'est bien lui, si c'est pas lui, c'est incroyable là. C'est pas facile de quitter l'Algérie, je vous le dis là. On m'a donné le papier brun, je suis allé à l'aide sociale, on m'a donné une pension, et puis donc ça marchait très bien, donc je pouvais subvenir largement à ma survie, puis que quand si je manquais d'argent, je m'en allais aux banques alimentaires. C'est ça, c'est ça. Il faut se débrouiller. Comme j'ai expliqué un petit peu plus tôt, il y a différentes façons de demander l'asile.
Il y a une des façons, dernièrement, qui a attiré un petit peu plus l'attention du grand public, c'est les traversées qui sont faites à la frontière canado-américaine, mais plus particulièrement les traversées irrégulières. Pourquoi certaines personnes traversent-elles la frontière de manière irrégulière? Bien, en fait, c'est parce qu'il existe une entente entre les États-Unis et le Canada, soit l'entente sur les tiers pays sûrs. Qu'est-ce que l'entente sur les tiers pays sûrs? En fait, c'est une entente qui existe depuis 2004 entre le Canada et les États-Unis. Puis, en fait, les deux pays se désignent mutuellement comme des pays sûrs pour les réfugiés et demandeurs d'asile, puis établissent le principe selon lequel les demandeurs d'asile devraient normalement demander la protection dans le premier pays sûr où ils arrivent. Donc, par exemple, si je suis un demandeur d'asile originaire d'Haïti et que le premier pays dans lequel j'arrive est les États-Unis, techniquement, en vertu de l'entente sur les tiers pays sûrs, je dois déposer ma demande d'asile aux États-Unis, étant donné que c'est le premier pays sûr dans lequel j'ai mis les pieds. De par l'entente sur les tiers pays sûrs, les personnes qui auraient comme pays de destination le Canada ne sont pas en mesure de présenter une demande d'asile à un poste d'entrée terrestre officiel. Sinon, ils vont se faire refouler vers les États-Unis où ils sont supposés demander l'asile en vertu de cette entente-là. Donc, qu'est-ce qui arrive, en fait? C'est que les gens vont traverser la frontière de façon irrégulière en vue de contourner cette entente sur les tiers pays sûrs. Un des endroits où les personnes traversent de façon irrégulière, bien, c'est le chemin Roxham qui a été énormément médiatisé dans les dernières années. En fait, c'est un petit chemin de terre qui est situé juste à côté du poste frontalier de Saint-Bernard-de-la-Colle. Donc, les personnes vont emprunter ce chemin Roxham pour pouvoir contourner l'entente sur les tiers pays sûrs en traversant la frontière irrégulièrement pour ensuite aller se rapporter à l'Agence des services frontaliers en vue de faire une demande d'asile. Puis, l'Agence des services frontaliers va ensuite référer la demande à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié où la personne va pouvoir aller faire entendre sa cause devant un commissaire de la CISR. Plusieurs personnes vont utiliser le terme « illégal », donc ils ont traversé la frontière illégalement, mais je tiens vraiment à sensibiliser le public à la bonne terminologie à utiliser, qui est la terminologie « traversée irrégulière », parce qu'utiliser le terme « illégal » tend à criminaliser le geste qu'ils font, alors que dans les faits, là, ça s'inscrit selon les grands traités internationaux. En juillet dernier, la Cour fédérale avait invalidé l'entente sur les tiers pays sûrs pour des motifs de droit individuel. Ceci dit, le tribunal avait accordé au gouvernement canadien un sursis de 6 mois allant jusqu'à la mi-janvier pour son invalidation. Le gouvernement fédéral a fait appel de cette décision, puis tout récemment, en fait, en février 2021, la Cour fédérale a entendu les arguments du gouvernement canadien. À l'heure actuelle, on est toujours en attente des suites, à savoir si l'entente sur les tiers pays sûrs va être validée ou si elle va demeurer. Ce balado a été réalisé grâce à la participation financière de Centraide dans le cadre du projet de l'asile à l'action du Centre social d'aide aux immigrants. Ne manquez pas le prochain épisode de Au-delà de Roxham la semaine prochaine pour en apprendre encore plus sur les enjeux et réalités vécues par les demandeurs d'asile au Québec. Merci pour votre écoute. À bientôt.